Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à On tous. on est ravis de vous accueillir pour ce 19e webinaire. Vous êtes fidèles et nombreux, c'est gratifiant pour nous, on vous en remercie. Fin juin, avant la reprise donc de cet automne, nous étions retrouvés avec Raphaël Remiche et Manon Delory qui nous avaient parlé des nouveaux lieux de loisirs. Ben, aujourd'hui, j'ai envie de dire, on va aller un peu plus loin. On est toujours un peu dans la même veine et on va traiter de l'immersion et on va se poser la question de savoir s'il s'agit d'une évolution ou d'une révolution dans l'univers des loisirs. Moi, j'ai envie de dire que c'est les deux, mais on en reparlera tout à l'heure. Évolution parce que depuis très longtemps déjà, les parcs à thème jouaient alternativement sur la nostalgie du passé et l'espérance du futur pour nous proposer des univers thématiques empreints ou pas de storytelling, mais en tout cas pour nous dépayser. Et puis, ces toutes dernières années, avec une accélération, le numérique a permis de décupler les moyens traditionnels je dirais de la scénographie, de la mise en scène, pour quelque part nous proposer encore une autre dimension, une autre réalité, et voilà, découvrir ensemble. Mais j'ai envie de dire que quelque part, les ressorts du succès sont les mêmes. Et moi, je vois à la fois, toujours et encore, décliner le registre de l'émotion et puis donner à nos visiteurs, à nos spectateurs, du avoir, du à faire et surtout du à vivre ensemble. Et je pense que Sarah Elben de Moment Factory et Maël Maga de Sculpteurs de rêve sauront vous en convaincre. Mais avant de rentrer dans ce sujet qui s'annonce passionnant, bah, c'est le moment de notre revue d'actualité avec notre partenaire Funfair City. Vincent, si tu peux nous dire ce que tu as en magasin, ce que tu as glané lors de tes dernières veilles. Absolument. Merci Merci. Tilly. Bienvenue à tout le monde, hein. C'est le début de notre 3e saison, effectivement, puisque voilà, ça va faire, c'est la 3e année qu'on tient son cycle de webinaires et voilà, avec toujours autant de succès. On vous en remercie. Effectivement, la tradition, c'est de démarrer avec d'autres actus des loisirs. On va parler de beaucoup de sujets ce matin. Un petit peu, pas trop d'immersif, on va le garder avec l'actualité de nos invités, puisque c'est ça qui est intéressant avec ce sujet, c'est qu'il se passe beaucoup de choses, et qu'on a à la fois assez de retours d'expérience sur des initiatives qui ont déjà été prises, des choses qui ont déjà été testées, et puis des projets et de l'actualité avec des choses qui sont en ce moment, mais nos invités nous en parleront mieux. Aujourd'hui, on va parler des réseaux d'enseignes qui se développent, qui s'étendent à travers la France, à travers l'Europe. On va parler des multi-activités. On fera un zoom. Je vous montrerai une petite vidéo sur le dernier centre Gravity qui a ouvert à Liverpool. On va parler du golf, mini-golf, crazy golf, beaucoup de déclinaisons qu'on peut avoir sur cette activité qui est assez traditionnelle, qui a déjà été déclinée sous une forme de loisir, mais on voit que ça s'étoffe encore un petit peu plus. On évoquera la toute première Coupe du Monde de l'Action Game, ça c'est une actualité assez intéressante aussi. On fera un petit écart côté licensing pour évoquer les concepts un peu émergents. Et puis voilà, et on enchaînera sur l'actualité de l'immersif et la transition avec nos invités du jour. Sur les réseaux, 3 exemples ce mois-ci. Du côté des multi-activités, c'est l'enseigne 1055 qui fait partie des pionniers français du développement des pôles multi-activités, ou qui vont rassembler sur un même lieu un bowling, un karting, de l'escalade, du trampoline, des espaces de jeux pour enfants autour d'une brasserie-restaurant. Donc un premier centre qui avait ouvert il y a une vingtaine d'années du côté de Lons-le-Saulnier, qui maintenant voilà, a fait ses preuves, s'est développé, a déjà
occasionné de nouvelles créations et qui continue d'étendre son réseau avec, déjà, on le voit, hein, la carte est assez intéressante, c'est pour ça que je voulais la montrer. On voit voilà, une stratégie territoriale, locale, déjà, un petit peu d'extension sur une base qu'on connaît bien, hein, avec des villes comme Mâcon, Vesoul, Montbéliard ou Boulins, et puis des incursions un peu ciblées sur des petites villes où on voit qu'on peut adapter, transférer le concept et créer des lieux pour tout type d'échelle, avec donc 2 tests d'implantation du côté de Carcassonne, du côté de Béthune, donc des petites villes et puis des agglomérations un petit peu moyennes. Donc ça, c'était à signaler. Bon, on pourrait parler d'autres sites multi-loisirs, hein. Up2Play vient d'ouvrir son 3e site dans l'Ouest, Olunid continue de rechercher d'autres sites de développement. Donc voilà, on a aussi un développement, c'est un exemple avec 1055, mais beaucoup d'enseignes France amorcent aussi un développement assez important, par le Speedpark évidemment aussi, qui développe largement un réseau qui est déjà assez conséquent. Mais le développement, ça concerne aussi des enseignes beaucoup plus petites. Et je voulais vous parler de ce petit site bordelais qui s'appelle Face à Face, qui existe depuis 2 ans, 3 ans maintenant, je crois, qui consiste en des défis extrêmement simples, hein, très low-tech. Hein, on voit quelques images à droite. Hein, c'est des jeux d'équilibre, des défis collaboratifs ou alors dans l'opposition, des choses très très simples, mais qui fonctionnent bien, qui a bien marché, hein, sur tout type de public, hein, que ce soit en famille, entre amis ou entre collègues à l'occasion de Team Unique ou d'autres expériences de ce niveau-là. Et voilà, donc Face à Face a commencé à étendre son réseau avec une 2e installation à Caen et probablement d'autres à venir également pour le développement de cette activité. Donc c'est bien de montrer aussi ces initiatives-là. Et du côté du sport, là on va rester très, très parisien, avec la dernière salle ouverte de Climbing District, qui est un des derniers nés des grandes enseignes d'escalade France, hein, après des réseaux comme ClimbUp ou Arcos, ou d'autres encore, hein, qui se sont développés, Vertical Art ou autres. Climbing District est une des plus récentes, avec une focale très très urbaine, avec des centres très, très intégrés dans les nouveaux quartiers, dans les Batignolles par exemple, dans le quartier du Pont-de-Sèvres, et leur dernière salle a ouvert à Paris-Bastille. Donc là encore, on densifie un petit peu les réseaux et on continue d'en faire des loisirs de proximité. Multi-activité toujours avec cet exemple. Alors j'avais prévu de commenter la vidéo, mais c'est pas encore tout à fait possible avec Livestorm, donc elle passera avec le son qui va être un peu fort, méfiez-vous si vous avez des écouteurs, et on en parlera juste après. My mate said they want to go out tonight, so I said, let's try something new. Let's take it to the max. We're walking in, the place is heaving. A kid spins past with her dad and Big Dave's like, look, e-carting, that looks boss. The girls are literally an hour late, but I say, Creeds, you look amazing. And Lucy's like, all right lads, and sings a hoop like she's in an advert. So we're on the lanes, Sarah's up, and she's sweating. It goes straight in the gutter, and we all shout, you shout! She respawns, and this time, strike! We're in the food hall. I was about to order pizza when Ellie barges in and shouts, I need wings. Big Dave's down by the street golf course getting the bevs in. Cocktails, anyone? Ellie's still trying to win that cat. Pick me. VR's got Lucy thinking she's got main character energy. This is sick! Big Dave and Sarah up on the rooftop bar, enjoying the live music. Bullseye. Night's over. We didn't get to do it all. So Ellie's like, same time next week? We all said, Defo! Take it to the max. At Gravity Max, Liverpool 1. Bon voilà, ça réveille, c'est toujours sympa à voir. Voilà, moi je voulais vous montrer ça parce qu'effectivement, on voit comment on a un site multi-activités, hein, donc on commence à bien maîtriser, mais qui se démarque par, bon déjà le choix des activités. On a du classique, on retrouve des jeux d'arcade, on retrouve du bowling, des choses qu'on maîtrise bien, puis on retrouve du karting, mais
mise en œuvre d'une autre manière. On n'a plus un circuit à plat un petit peu à côté parce que ça prend de la place, mais on a un circuit qui est imbriqué, on le voit sur quelques images, donc qui crée vraiment le spectacle beaucoup plus que dans d'autres configurations. On voit une atmosphère un peu générale, très décorée, très designée, très lumineuse, donc très très intense, et on a un endroit où on peut effectivement passer pas mal de temps, consommer sur place avec des offres de restauration, des offres de bar à thème, des jeux d'arcade classiques, alors même si le coup du grappin, hein, on sait tous que ça marche jamais et qu'on n'arrive jamais à attraper la petite peluche, donc là la vidéo est un peu mensongère là-dessus, mais pour le reste, elle est assez fidèle à ce que le centre essaie de proposer, en tout cas dans la mise en œuvre des différentes activités. Donc c'est ça que je voulais vraiment vous montrer ce matin. Ça vient d'ouvrir dans le quartier de Liverpool One, une grosse polarité commerciale du centre de Liverpool. La suite, c'était le golf. Alors, on a vu un exemple de mini-golf dans l'exemple sur Gravity, très convivial, effectivement. Evelyne le souligne, c'est important, c'est le genre de lieu de travail vraiment là-dessus. Mais on a d'autres déclinaisons du mini-golf, du golf. Dernière installation, dernière annonce, hein, c'est un concept de Crazy Golf, hein, donc ces parcours de golf très conviviaux, très mis en scène, très décorés, dans des très grands sites de loisirs maintenant, puisqu'ils commencent à arriver dans des sites comme Las Vegas, avec des surfaces importantes, hein, dans des lobbies d'hôtels par exemple, comme ici, c'est l'enseigne Swingers qui s'installe au Mandala Bay à Las Vegas, sur plus de 3000 m², donc une activité assez conséquente en termes d'attractivité. On sait ce qui se passe un petit peu à Las Vegas en termes de loisirs. D'autres déclinaisons, c'est le traditionnel simulateur de parcours de golf, où on va frapper une balle sur un écran, puis ensuite un ensemble de capteurs va calculer la trajectoire de la balle et va permettre de simuler son mouvement. Là où c'est intéressant dans ce concept, c'est que c'est associé à un concept de padel, qui a ouvert du côté d'Angers. Le concept s'appelle l'Apala, donc l'idée de travailler autour de cette concept de cette petite balle, que ce soit celle du padel ou celle du golf, et d'assembler ces deux activités en un même lieu. Donc ça aussi, c'est une déclinaison intéressante. Et puis, je ne l'ai pas illustré ici, mais on se développe aussi avec un 3e ou 4e site, cette fois à Morlaix en Bretagne, un parcours de golf urbain qui a été développé spécifiquement avec des balles un petit peu souples, un parcours à travers la ville qui va utiliser les obstacles naturels de la ville, avec des clubs et du matériel à récupérer dans des magasins partenaires, où on va pouvoir les louer sur place et faire son parcours. Donc ça aussi, c'est une autre déclinaison, on aura l'occasion d'en reparler. La première Coupe du Monde d'Action Game, fallait la signaler quand même, elle vient de l'enseigne Prison Island, qui est une des enseignes les plus réputées, les plus répandues aujourd'hui dans le monde entier. Je vous ai mis la carte uniquement pour l'Europe, parce que sinon c'était un petit peu trop grand, mais on en a aussi aux États-Unis, en Inde, en Arabie Saoudite prochainement également, donc on a vraiment quasiment 70 sites différents, donc des salles d'Action Game. L'Action Game, c'est ce jeu en cellule qui permet en équipe de cumuler un maximum de points en réussissant les défis d'une cellule à l'autre, et de finir du coup avec un classement d'équipe. Donc l'idée est de capitaliser là-dessus, cette capacité d'engranger des points pour créer des compétitions entre différents sites. Donc ça va commencer à échelle locale à partir du 2 octobre prochain, donc vous pourrez commencer à vous inscrire. Regardez si vous avez une salle de Prison Island pas très loin de chez vous, vous allez pouvoir monter comme ça dans la compétition avec des essais en capitalisant des points, des finales locales, des finales nationales jusqu'à la finale mondiale qui se déroulera à Bruxelles fin novembre. Dans des salles du coup que beaucoup de gens pourront peut-être ne pas connaître. Alors est-ce que les joueurs bruxellois seront avantagés parce qu'ils connaissent déjà les salles qui sont des fois un peu différentes les unes des autres? Ce sera un peu la question. C'est un coup d'essai pour Prison Island qui n'a jamais organisé ça, et c'est une démarche qui ressemble un petit peu à celle d'autres sites de loisirs qui proposent une offre assez similaire, plutôt dans l'univers de l'e-sport, avec l'enseigne EVA, eSport Virtual Arena, qui a organisé sa Coupe de France l'an dernier, toujours là encore en mettant en compétition ces différents sites de loisirs à travers la France. À suivre donc. Licensing, certainement beaucoup d'entre vous ont dû voir le film Barbie cet été, et d'apprendre que d'autres films en déclinaison de jouets, de marques de jouets allaient envahir nos écrans prochainement, hein, comme ça a été le cas avec Star Wars, Marvel ou d'autres univers. Cette déclinaison elle arrive également dans l'univers des lieux de loisirs. C'est pas nouveau, hein. Il y avait déjà Legoland, on a eu Playmobil à côté de Paris, mais qui a fermé, mais il y en a d'autres dans d'autres pays. Donc la démarche n'est pas nouvelle, mais elle se généralise, elle se structure un petit peu mieux, notamment autour des grandes enseignes, hein, des grands majeurs du jouet, hein, que ce soit Mattel ou Hasbro, qui ont, soit dit en passant, signé un accord de licensing en début d'année pour permettre de s'exploiter mutuellement les marques. Donc on aura un Monopoly qui utilisera Barbie et inversement d'autres échanges comme ça d'univers. Mais en termes de lieux de loisirs, c'est l'ouverture de Nerf Action Experience à Manchester, dans le centre commercial de Trafford, qui est un des centres les plus équipés en Europe en termes d'offres de loisirs. Multi-activités, on va retrouver
un peu de sport loisir. Et puis, on va renouveler un peu l'expérience du laser game, du paintball, avec les outils et les jouets de Nerf qui se lancent des petites fléchettes en mousse. Vous connaissez le principe. Restauration sur place, retail également. Et à plus grande échelle, c'est Hasbro City au Mexique. Là, on est carrément un parc d'attractions, une vingtaine d'attractions. Chacune a le thème d'un jouet. Donc, 2 exemples ici. La pâte à modeler Play-Doh pour 1 heure de jeu. G.I. Joe Challenge pour une expérience plutôt d'acrobranche indoor. On a également un petit grand 8, d'autres types de manèges. Chacun va utiliser un nom et un thème particulier. Donc ça, c'est une vraie nouveauté dans la manière de le décliner. Et d'autres projets sont encore en gestation. J'essaierai de faire un article spécial là-dessus dans les prochaines semaines sur Fun Fair City. Donc suivez l'actu. Et enfin, pour conclure, avant de passer la parole à nos invités, donc l'actu immersif avec ces 2 expériences qui ont démarré il y a très peu de temps ou qui vont bientôt démarrer. Pour Moment Factory, Sarah nous en parlera, l'expérience Aura Invalide depuis vendredi dernier. Donc, presque tous les soirs, vous avez des séances de 2 à 3 séances quotidiennement. L'expérience dure environ 50 minutes. Et puis, à partir de mi-octobre, vous pourrez vivre l'expérience immersive Résistant dans l'ancien musée de la Libération de Paris, celui qui est au-dessus de la gare Montparnasse, qui est assez peu connu finalement, depuis qu'il n'est plus en usage. Et là, ça se passera en petits groupes. Et fait intéressant, Maëlle nous en parlera, ce sera accessible dès 8 ans, avec une forte capacité aussi de mix générationnel sur une thématique historique qui est très forte, bien évidemment. Donc, pour aller plus loin, je vous invite à suivre, à vous abonner dans nos réseaux. Je mettrai les liens en suivant dans le chat. Mais voilà, sans plus attendre, bienvenue à nos invités. Merci à eux pour avoir accepté cette invitation. Et bienvenue Sarah, on va commencer par toi pour nous présenter Moment Factory et les dernières expériences que vous avez démarrées. Bienvenue Sarah et merci. Je charge ta présentation pour que tu puisses démarrer. Merci Vincent, merci Thierry pour l'invitation. C'est sûr que c'est un sujet très passionnant et je suis d'autant plus contente d'être ici ce matin, surtout avec Maëlle. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir 2 approches différentes de ce que signifie l'immersion dans les loisirs. Donc, je suis très, très contente de partager un peu de ce qu'on fait aujourd'hui et quelle est l'approche qu'on adopte dans ce sens-là. Très bien, on a hâte de t'écouter. On se prendra un peu de temps de questions à la fin. Donc, notez vos questions, mettez dans le chat si besoin. On va écouter Sarah, puis Maëlle, et ensuite on gardera un petit peu de temps pour les questions. Sarah, on t'écoute. Merci à toi. Parfait. Alors, je vais me lancer tout de suite. Je commence par une petite présentation de qui je suis. Sarah Elvain, je suis directrice développement des affaires pour Moment Factory pour la région de l'Europe et Moyen-Orient, avec un focus quand même principal sur la France. Avant d'atterrir chez Moment, je pensais naïvement que mon parcours allait ressembler à une ligne droite allant de A à B entre ma graduation, l'obtention de mon diplôme et mon évolution de carrière, alors qu'en réalité, ça ressemblait plutôt au schéma qui est en bas, donc on dirait un circuit de F1 avec plusieurs virages assez intéressants qui m'ont amené entre autres au Québec, au Chili, au Mexique, à Cuba, retour au Québec et finalement en France où j'ai le plaisir de continuer à représenter Moment Factory pour laquelle je travaillais déjà à Montréal. Et donc, ça fait 2 ans et demi que je suis installée dans la belle ville de Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas Moment Factory, je vais faire ça assez rapidement, mais on est un studio créatif avant tout, spécialisé dans la conception, le développement et la production d'expériences multimédia, pour ne pas dire d'expériences immersives, aussi bien intérieures qu'extérieures, des fois temporaires, des fois saisonnières et d'autres fois plutôt permanentes, avec un objectif qui est toujours le même, c'est celui de susciter des moments d'émerveillement collectif et de transformer les espaces et en créer des destinations. Donc, on est vraiment dans des expériences qui se vivent en public et non derrière un casque ou derrière un dispositif qui nous sépare. En quelques chiffres rapidement, c'est une entreprise qui a été créée en 2001, donc ça fait déjà 22 ans.
avec plus de 500 expériences qui est chacune unique et spéciale à sa façon. 5 bureaux, donc comme je mentionnais, le bureau principal est à Montréal où l'entreprise a été fondée et on a une belle présence française avec 25 collaborateurs, donc un pôle aussi bien de production que de direction créative, que de direction technique et évidemment de développement de nouveaux projets. Et ce qui nous permet de faire ce qu'on fait, c'est les humains qui composent l'entreprise, donc plus que 400 collaborateurs en tout, et dont les compétences et les talents me surprennent même moi à chaque jour. Donc, on compte sous le même toit aussi bien des artistes que des motion designers, que des directeurs artistiques, des concepteurs, des musiciens, et j'en passe. On a même, je le vois sur la dispositive, on a même un magicien, un vrai magicien dans l'équipe. Donc, c'est toujours intéressant d'échanger avec les différentes personnes qui composent la grande famille Omni Factory. Et l'autre élément qui nous permet de faire ce qu'on fait, c'est l'innovation. Donc, on a un laboratoire de R&D en interne qui nous permet de continuer à utiliser la technologie comme un outil. Donc, ce n'est pas une fin en soi. Et ça nous permet de soit tester de nouvelles technologies ou chercher de nouvelles applications à des technologies existantes. Donc, c'est quand même un aspect assez passionnant que nous avons développé à l'interne et qui nous permet d'intervenir sur différents secteurs. Donc, on va aussi bien collaborer en musique. On voit ici Billie Eilish ou, par exemple, en Europe, on travaille en ce moment avec Big Flo et Oli sur des grands projets d'infrastructures urbaines, des aéroports, des stations de train, même pour illuminer des ponts. On aime beaucoup, et particulièrement en Europe, collaborer sur la mise en valeur du patrimoine et avec objectif de le faire redécouvrir et renaître de ses cendres, je dirais. On travaille dans le milieu culturel qui est assez large, notamment avec des centres de sciences, des musées, principalement des musées d'art moderne. On espère qu'un jour, d'autres types de musées suivraient la tendance aussi. Et de façon plus large, avec les loisirs, donc avec les parcs à thème avec lesquels on travaille depuis une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, on collabore notamment avec le Futuroscope sur le nouveau parc aquatique qui ouvre ses portes l'année prochaine, donc Aquascope. Et enfin, au fil des années, on a aussi développé nos propres expériences originales, des expériences signatures avec de la billetterie, pardon. Et pour faire la transition vers le sujet aujourd'hui, c'est des expériences immersives, qui est un terme, je pense Vincent l'a mentionné, qui est un peu sur toutes les lèvres aujourd'hui. Et moi, j'aime dire que c'est une expression qui est un peu galvaudée, quand on utilise un peu à toutes les sauces. Mais ça, c'est que ma propre définition. N'étant pas une spécialiste de la sémantique, je me suis dit, je vais plutôt m'orienter vers des sources plus fiables que Sarah Elvain. Donc, la définition du Larousse de ce que c'est qu'une expérience, c'est le fait de faire quelque chose une fois, de vivre un événement et l'action d'essayer quelque chose. Donc, on retrouve quand même l'élément de découverte, de nouveauté, peut-être de surprise. Et quand on parle d'immersion, encore une fois, en se référant au Larousse, c'est le fait de se retrouver dans un milieu qui est étranger, donc où on perd un peu le contact avec notre milieu d'origine. Et je trouvais que ces deux définitions étaient assez intéressantes parce qu'elles rejoignent un peu la mission qu'on s'est donnée depuis toujours, qui est celle d'étonner, de captiver et de connecter le public, et ce de manière nouvelle, révolutionnaire. Et ça passe, entre autres, par le fait de transformer des espaces et de pouvoir révéler leur magie. Mais la question qu'on pose aujourd'hui, c'est comment on fait ça? Diverses façons, mais je voulais me concentrer sur 5 piliers principaux.
Le premier qui est commun à toutes nos expériences, c'est le storytelling immersif. Donc, le fait de raconter des histoires, des fois dans les détails, des fois de façon plus subtile, mais de trouver le bon équilibre entre des histoires qui sont universelles, mais qui vont aussi venir toucher le personnel de chaque visiteur, de chaque personne. L'orchestration des outils est au cœur de ce qu'on fait. Par définition, un studio multimédia, c'est qu'on utilise une multitude de médias, donc plusieurs outils à la fois qui doivent être orchestrés à la perfection. Les transformations insolites, la multisensorialité et l'illusion, c'est trois approches pour lesquelles je voulais donner des exemples un peu plus concrets. Et c'est ce qui nous amène au fameux projet Aux Invalides auquel faisait référence Vincent, qui est notre tout dernier projet. Ça a ouvert effectivement ses portes vendredi dernier. C'est une expérience immersive, pour utiliser ce mot, qui a lieu à l'intérieur du Dôme des Invalides, un 50 minutes où le visiteur est vraiment plongé dans ce lieu riche d'histoire, mais aussi riche de par la qualité de son architecture. On s'est donné comme mission assez complexe et pas sans défi de pouvoir révéler certains détails qu'on ne voit pas nécessairement quand on visite le lieu de jour, sans faire fi de son histoire qui est quand même assez intéressante. Donc, c'est une expérience qui est permanente et avec billetterie et que je vous invite d'ailleurs tous à aller visiter. Mais aujourd'hui, je voulais parler de l'utilisation de l'illusion dans cette expérience. Et je porte votre attention sur cette image qui, au premier abord, ça paraît comme une sculpture quelconque qu'on retrouve dans la majorité des sites historiques, principalement en Europe. Mais ceux qui connaissent bien le site des Invalides, ils doivent se demander à quel moment elle a été installée, parce qu'en réalité, il s'agit d'un effet d'illusion où on a utilisé un mélange de projection 3D, de scan de la sculpture d'origine et aussi une reproduction presque parfaite des couleurs du lieu pour exécuter un vrai effet de surprise et qui prend le visiteur de façon assez soudaine. Donc, j'invite Vincent peut-être à mettre la petite vidéo où on révèle un petit peu comment ça se passe en réalité. On va voir dans quelques secondes. Et je tiens à mentionner que ce qu'on voit ici, on voit que c'est une vraie vidéo. Et ce n'est pas un rendering ni un beauty shot. Donc, c'est vraiment la façon dont l'expérience est vécue dans l'espace commun. Donc, et le but, c'était de créer un moment dont on se rappellera en quittant l'expérience. C'est toujours un peu le clou du spectacle que le visiteur retient et qui fait en sorte que le visiteur peut ressentir une vraie immersion. Je passe ensuite à une expérience totalement différente et qui a été présentée dans plusieurs lieux. D'abord, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, dans un musée d'art moderne qui s'appelle Crystal Bridges, où on a été invité à présenter une exposition d'art digital dont on voit ici plusieurs œuvres. Donc, outre le côté spectaculaire, les différents effets visuels qu'on a ici, ce qui était intéressant et qui ajoutait à l'immersion de l'expérience, c'était surtout la bande sonore et la direction musicale, qui est un élément clé de la majorité des expériences qu'on peut vivre et qui malheureusement, des fois, est considéré de façon accessoire. Donc, pour cette exhibition, spécifiquement, on a collaboré avec un duo d'artistes qui s'appelle les Bar Brothers et on a pu créer une bande sonore originale qui mélangeait de façon assez particulière de la musique orchestrale, de la chorale, des sons et des bruits de la nature,
mais je voulais me concentrer sur une œuvre en particulier qui s'appelle The Heart, le cœur, qui est une sculpture monumentale illuminée, et où, dans la bande sonore, on a aussi intégré des vrais battements de cœur, donc le son des battements de cœur, dans le but de créer un feu de camp digital et de pouvoir venir synchroniser à un moment de l'expérience le battement de cœur de l'œuvre avec celui des visiteurs qui sont autour d'elle et où l'émotion qui est recherchée, c'est vraiment l'inspiration, la contemplation et l'introspection. J'ai une petite vidéo avec un petit... On n'entend pas bien malheureusement dans la vidéo, mais dans le background de la musique, le battement de cœur est constant et ça crée réellement un effet de synchronisation par la suite. Ce qui est aussi intéressant dans cette approche, c'est que ça permet de pouvoir facilement faire voyager ce genre d'œuvre. Donc, tout en bas, on est capable de voir la sculpture telle qu'elle a été créée au musée de Crystal Bridges aux États-Unis. Et tout en haut, on voit la deuxième édition de cette œuvre qui, cette fois-ci, a été présentée en Australie. Et au lieu de recréer la sculpture telle qu'elle est et la faire voyager d'un continent à l'autre, on a préféré utiliser un élément clé du lieu, qui est un jardin botanique, qui est cette serre qui est magnifique, et la transformer en cœur battant, en cœur vibrant. Et la musique, la bande sonore était le fil conducteur dans l'expérience et la relier à l'œuvre originale. Donc, il ne faut surtout pas sous-estimer la force et l'impact de la musique, des sons dans la majorité des expériences que nous créons comme spécialistes du loisir et du divertissement. Et la dernière expérience, et non la moindre, est une exposition d'œuvres digitales qui a été présentée à Ottawa, cette fois-ci au Canada. Donc, on voit les images ici, on peut s'imaginer dans un espace un peu traditionnel à la black box qu'on transforme en installant toutes sortes d'équipements en venant avec nos boîtes à outils. Mais ce qui était particulier dans cette expérience, qui a accueilli 300 000 visiteurs pendant 2 mois, c'est qu'en fait, elle faisait découvrir un lieu assez insolite qui était en réalité un chantier de construction pour le nouveau train, donc une nouvelle station de train qui allait être inaugurée à Ottawa. Donc, c'était une façon unique pour, occuper un lieu qui n'était pas utilisé pendant cette période-là, de faire découvrir aux visiteurs lambda un chantier de construction de cette ampleur dont on parlait énormément dans les médias, dans la presse, et auquel, en temps normal, à moins qu'on soit ingénieur ou impliqué dans le projet, on ne peut pas franchir les portes de ce genre de lieux qui, à leur façon, deviennent sacrés. Et aussi pouvoir créer cet effet d'immersion, non pas par l'effet des outils technologiques, mais par le lieu en lui-même qui est assez particulier. Donc, c'est quand même une façon assez insolite de pouvoir mettre à profit des lieux qui sont inutilisés ou qui sont en cours de construction, en cours d'utilisation. C'est sûr que c'est une approche qui ne peut pas être appliquée partout, qui vient avec un lot de défis, que ce soit en termes de sécurité, au niveau de l'installation aussi, qui se devait d'être légère. On voit ici quelques images des photobooths qui devaient être mobiles, amovibles. Les tests devaient tous se faire à distance parce que l'accès au lieu était uniquement pendant 2 mois où la construction s'arrêtait
pour des raisons de vacances, de construction. Donc, on devait tout préparer dans nos bureaux. Donc, la photo à gauche qu'on voit, c'est une de mes collègues qui testait ce qui devenait le photo booth avec les avatars. Et l'autre niveau d'immersion qu'on retrouvait dans cette expérience, c'est la personnalisation. Je suis certaine, même si je n'ai pas vu la présentation de Maël, qu'il va sûrement en parler, mais le fait de créer un hologramme, un avatar pour chaque visiteur qu'il va pouvoir retrouver par la suite tout au long de parcours connecte réellement les visiteurs à l'expérience et maximise l'immersion. Donc, encore une fois, ce n'est pas une approche qui est toujours possible, mais très payante quand ça l'est. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que c'est gagnant d'essayer de révéler l'invisible, de jouer avec l'effet de surprise et d'illusion, de sortir des sentiers battus, ne pas avoir peur de mettre à profit des lieux qui sont inusités, insolites, et juste le fait d'avoir accès à ce lieu-là est immersif en soi. Et enfin, ça paraît assez évident, mais faire confiance au processus créatif. Je suis certaine qu'on est tous passés par là où on aurait aimé que ce soit cette ligne directe, ce processus linéaire, sans virage. Mais en réalité, pour revenir à la première métaphore, c'est plutôt un circuit de course F1. Mais quand c'est bien fait, ça peut donner des résultats assez intéressants et magiques. Donc, on peut créer de la magie ou, si vous préférez, de l'immersion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. C'était passionnant et à la fois beaucoup de direction. Puis vous êtes capable d'avoir ces idées forces, ces clés de développement. Écoutez, on va accueillir maintenant Maël qui va nous rejoindre sur scène. Pour, voilà, Maël est en train d'arriver, pour du coup présenter son propre point de vue et son expérience du coup sur la question de l'immersif. Maël, on t'écoute, merci, bienvenue, et on en parle juste après avec les questions-réponses que vous pouvez préparer et mettre dans le chat si besoin. Merveilleux, merci beaucoup Vincent, merci Thierry. Un grand plaisir d'être là avec vous et en plus aux côtés de Sarah, dont le travail me fait rêver avec Moment Factory depuis des années, avec en effet des visions très, très différentes et complémentaires. Donc un plaisir d'être là parmi vous pour vous parler de ce sujet qui me passionne, à savoir l'immersion. Alors j'attends que la petite présentation arrive pour vous montrer les jolies photos que j'ai préparé pour vous, et un plaisir de voir plein de gens connus dans le chat. Merveilleux, parfait. Alors donc oui, aujourd'hui, on va parler immersion, mais tout d'abord, qui je suis. Je m'appelle Maël Maga. Alors, je suis notamment cofondateur des Journées de l'immersif qui ont eu lieu en avril dernier en rassemblant les acteurs de l'immersif français et qui auront à nouveau lieu en 2024. Vous avez tous les éléments dans le chat qui ont été partagés par Vincent. Je suis également professeur à Sciences Po, à l'ICANN et à l'EDBS sur les sujets de expérience immersive et narrative design notamment. Et puis surtout, je suis fondateur de Sculpteurs de rêve. Alors, Sculpteurs de rêve, c'est un collectif d'artistes spécialisés dans la création d'aventures immersives. Le principe, c'est on va essayer de mélanger du théâtre, du jeu de rôle et de l'escape game pour créer des expériences qui vont plonger le participant au cœur d'une narration dont ils ne sont pas simples spectateurs, mais acteurs à part entière. Aujourd'hui, notre activité, elle se divise en deux axes principaux. Le premier étant la réponse à des commandes et de la création sur mesure pour notamment les lieux de patrimoine, les musées et les institutions, et également les marques et les licences. C'est le cas, par exemple, de la Nuit au musée qu'on a créée pour le musée Grévin, une expérience cadavre exquis qu'on a créée pour le musée des arts et métiers, des expériences également pour des alcooliers comme Pate in the Dark avec Bombay Saphir, le Bureau des légendes, très belle série française où on a pu créer l'expérience immersive qui se joue actuellement à Paris, et puis nos expériences originales avec Apache de Paris qui a tourné pendant 1 an et demi dans les gangs de la belle époque, ou encore Gatsby à Nice qui a tourné cet été, dont je vous montrerai un petit reportage en fin de présentation. Et puis, en actualité, en effet, dans les prochains mois qui vous attendent en expérience immersive originale, on va lancer Résistant, l'aventure immersive historique qui se situe dans l'ancien musée de la Libération, Vincent en parlait tout à l'heure, qui est au-dessus de la gare Montparnasse, qui a pour objectif de créer une expérience historique
intergénérationnel, accessible dès 8 ans, qui vous plonge dans la peau de résistants parisiens, basé sur des anecdotes réelles et qui va vous permettre de 1940 à 1945, revivre des grands moments de résistance de cette sombre période. Et enfin, dans un autre registre pour Halloween, l'opération Léviathan, une expérience dans un sous-marin où là, on part sur une première guerre mondiale, vous êtes à bord d'un sous-marin, vous êtes l'équipage, évidemment, il va se passer des choses, mais je ne vous en dis pas plus, ça sera pour 2 semaines pendant Halloween. Alors, ces expériences sont parties d'une expérience à moi. Une expérience que j'ai effectuée il y a maintenant 15 ans, où c'était par cette porte que je suis rentré dans l'immersion. Et cette expérience, c'est le jeu de rôle grandeur nature. Une petite porte pour entrer dans l'immersion, mais une porte qui, encore aujourd'hui, est pour moi l'une des plus immersives que j'ai pu vivre et que je conseille à tout le monde. Et depuis cette découverte du jeu de rôle grandeur nature et du sentiment d'immersion que j'y ai ressenti, c'est ça qui a un peu guidé ma vie en 4 étapes, guidé ma vie, mon parcours professionnel. La première, c'était d'essayer de comprendre. Essayer de comprendre ce sentiment que je ressentais en jeu de rôle grandeur nature, cette immersion, et de la décrypter, de comprendre comment la générer, de poser des mots sur ces sensations parfois difficiles à définir. Dans un deuxième temps, ça a été de faire vivre ce sentiment d'immersion, d'abord en créant des jeux de rôle grandeur nature moi-même, mais ensuite et surtout de pouvoir faire vivre ces émotions à des personnes qui, de prime abord, n'oseraient pas participer à des jeux de rôle, car c'est parfois difficile de se lancer dans cette aventure, et de mettre en place des médias, des systèmes, de la magie, qui va permettre à des gens qui, de prime abord, ne voudraient pas du tout s'engager, de plonger en immersion dans une expérience, de réussir malgré tout à les embarquer avec nous. Et c'est l'objectif de Sculpteur de rêve. Ensuite, c'était l'idée de fédérer une communauté, des expériences immersives, des gens qui se reconnaissent dans ce terme et qui cherchent à, notamment en France, créer une communauté vertueuse, soudée et qui se projette vers l'avenir. Et c'est l'objectif de Celebrating Life et des journées de l'immersif. Et enfin, le dernier point, c'est réussir à transmettre mes connaissances théoriques, empiriques de ce que j'ai pu apprendre, comprendre de l'immersion et pouvoir le confronter à d'autres avis, d'autres perspectives. Et c'est la chance qui m'est donnée aujourd'hui, merci encore Vincent et Thierry pour l'invitation, de vous présenter un peu mes réflexions sur l'immersion en espérant qu'elles puissent vous servir. Et donc, c'est de cette question dont on va partir, à cette question immersion, évolution ou révolution des loisirs. Une question qui, évidemment, nous oblige à commencer par l'éléphant dans la pièce, à savoir ce terme, l'immersion, qui, on l'a tous dit, on le sait tous, aujourd'hui utilisé sous toutes sortes de formes. Là, c'est par exemple une capture d'écran de Google Actualité d'hier, où on retrouve des expériences différentes. Alors, on a l'expérience Résistant de Sculpteur de rêve, on a un film, le procès Goldman, immersif captivant, un stage immersif, on a évidemment le magnifique projet Aura de Moment Factory aux Invalides, plein de médias et d'œuvres qui sont différentes, mais qui sont liées par ce terme immersif et qui ne sont que la partie émergée d'un iceberg beaucoup plus grand qui va rassembler des pratiques très différentes qui vont du mapping à la réalité virtuelle, au théâtre immersif, aux escape games, mais aussi à l'audio immersif et même à la lecture. Est-ce que finalement, lire un livre n'est pas une des expériences les plus immersives qu'on ait pu vivre? Et c'est là évidemment où se pose un problème, c'est que toutes ces expériences qui de prime abord n'ont pas grand-chose en commun se retrouvent tout d'un coup rassemblées par un dénominateur commun que serait l'immersion. Et comment expliquer ça? Alors, on pourrait, dans un premier temps, imaginer, se dire, oui, il y a des expériences qui sont immersives, d'autres qui ne sont pas immersives. Il y en a qui pourraient être plus immersives que d'autres. Eh bien, selon moi, et un peu de mon ressenti, de mes recherches et de mon expérience sur les expériences sculpteurs de rêve, en réalité, rien de tout ça. Parce qu'en réalité, s'il y a bien une chose que j'ai compris qui me sert de base de ma réflexion sur l'immersion, c'est que, objectivement, rien n'est immersif. Alors, ça peut paraître un peu provocateur comme ça, mais en se penchant sur la définition, c'est vraiment ce qui ressort, la définition de l'immersif. Définition qu'on peut, on va dire, détailler en 2 axes. La première, et on en a parlé tout à l'heure avec Sarah, est l'axe très littéral, celui de l'étymologie du mot immersion, à savoir l'action d'immerger dans l'eau ou dans quelque autre liquide. Une définition ici qui est très réductrice, bien entendu, mais qui apporte un élément constitutif de l'immersion, qui est le fait de passer d'un milieu d'origine à un milieu d'arrivée. C'est la définition du Larousse que donnait Sarah tout à l'heure. Mais évidemment, aujourd'hui, quand on parle d'immersion, on va surtout parler de la définition figurée
de l'immersion, une définition qui a été utilisée dans plein de contextes différents. Celle que j'apprécie particulièrement, moi, est celle donnée par Janet Murray dans Hamlet et The Holodeck, qui est le sentiment d'être transporté dans un nouvel environnement. Et ce qui est intéressant dans cette définition, c'est surtout les deux premiers mots, le sentiment. Car l'immersion n'est rien d'autre qu'un état psychologique, un sentiment subjectif qui se passe à l'intérieur des participants et qui va générer ou non, en fonction des contextes, cette immersion. Et de ce fait, quel que soit le budget qu'on investit dans notre création, quel que soit le temps, la passion qu'on peut mettre dans notre création, la seule personne, le seul juge de l'immersivité de nos expériences et des expériences qui se jouent aujourd'hui, c'est lui. C'est le cerveau de nos participants et c'est le participant en lui-même qui, par ses émotions, par sa compréhension, par sa sensibilité, va pouvoir se sentir ou non en immersion. Alors, comprendre ça, c'est à la fois une leçon d'humilité pour nous toutes et tous qui, souvent, et nous les premiers, parlons d'expérience immersive, on fait de l'immersion, c'est se dire que finalement, on ne crée que des expériences qui vont avoir la possibilité, on l'espère, de générer le sentiment d'immersion chez nos participants. Alors évidemment, c'est très long à mettre sur une plaquette marketing, donc immersif, ça marche mieux, mais il faut garder ça en tête que la seule chose que l'on peut faire, nous, en tant que designers, c'est se baser sur deux de nos compétences essentielles. Une qui est constitutive de l'immersion, où on va avoir beaucoup de pouvoir dessus, et une où on va avoir plus de pouvoir. La première des compétences qui nous est nécessaire pour comprendre et générer l'immersion, c'est l'empathie. Et ça se base sur deux éléments principaux de l'immersion, qui sont les prédispositions du sujet à ressentir cette immersion. C'est un facteur sur lequel on n'a, nous, aucun pouvoir, si ce n'est de choisir notre cible. Mais comprendre les prédispositions du sujet, ce qu'il attend, ce qui va pouvoir générer chez lui l'immersion, est essentiel pour pouvoir ensuite créer une expérience qui lui corresponde. Et puis le contexte de l'immersion. Dans quel contexte à la fois physique, psychologique, dans quelle relation entretenons-nous avec nos participants pour que le contexte de l'immersion soit favorable à la génération de l'immersion chez nos participants. Donc deux éléments sur lesquels on a peu de pouvoir, si ce n'est de pouvoir choisir notre sujet et notre contexte. Mais ce qui est merveilleux dans cette définition et dans cette projection de rien n'est objectivement immersif, c'est que finalement, en générant le bon design, les bons stimuli, grâce à notre créativité, tout peut aussi être immersif dans le bon contexte et avec le bon public. Et c'est sur ça que j'aimerais m'attarder un petit peu. C'est la boîte à outils qu'on utilise aujourd'hui, c'est chez Sculpteur de Rêve, et qui, je pense, peut être utile à tout le monde aujourd'hui qui veut se pencher sur la création d'expériences immersives. C'est ces stimuli. Alors, stimuli, j'utilise volontairement ce terme parce que stimuli, c'est l'idée d'actions qui vont générer directement des actions chimiques dans le cerveau, des réactions biologiques chimiques dans le cerveau et qui vont générer cette immersion. Et pour faire très simple, je vais prendre une métaphore très hasardeuse. L'idée, quand on crée une expérience immersive, c'est d'amener le cerveau de nos participants, dans un autre environnement afin qu'ils ressentent ce sentiment d'immersion. Et alors finalement, c'est un peu comme si on veut amener nos participants dans un bar. On a plusieurs stratégies pour l'amener dans ce bar. La stratégie la plus courante sera de le convaincre, de discuter avec nos participants, comme on peut discuter avec notre ami qu'on va amener dans le bar, en lui donnant des arguments. Il y a un happy hour incroyable dans ce bar, la bière c'est la meilleure, et rationnellement, il va se dire « Ok, je suis d'accord avec ce que tu es en train de me raconter, donc je vais te suivre dans ton expérience, dans ton bar. » Alors la deuxième solution, un peu moins réglementaire, est celle de lui mentir, de dire, de tromper sa réflexion, ses sens, afin de lui dire « Mais tu vas voir, c'est incroyable, en plus tu auras la possibilité de croiser Leonardo DiCaprio dans ce bar, et donc viens avec moi. » Et la troisième stratégie, que je ne recommande à personne, mais c'est celle de forcer. Donc, on peut lui faire une clé de bras et l'amener dans le bar de force afin qu'il arrive dans le bar. Et c'est directement en respectant évidemment l'intégrité physique des personnes. Encore une fois, c'est très caricatural et c'est même un peu négatif, le terme de tromper et se forcer, mais c'est pour imager et donner une métaphore de quelles sont aujourd'hui les trois grandes stratégies pour amener nos participants vers l'immersion, qu'on peut résumer en tromper, convaincre, forcer. Tromper avec un environnement, et donc jouer sur les sens, lui donner un bouleversement de ses perceptions, où à un moment, il va se dire, mais où je suis, la vue que j'ai, l'odeur que j'ai, le son que j'ai, ne correspond pas à la réalité. Est-ce que finalement, je ne suis pas dans une autre réalité? Et c'est ce qu'on appelle l'immersion sensorielle.
On peut ensuite convaincre avec une histoire, et c'est un élément extrêmement puissant pour l'immersion, c'est de réussir à convaincre rationnellement nos participants via une histoire suffisamment engageante, suffisamment qui lui plaît suffisamment pour qu'il décide de son propre chef de s'y plonger. Et c'est l'immersion fictionnelle. Enfin, on peut forcer avec des interactions, obliger finalement le participant à participer dans notre expérience via des jeux, via des questions, via de l'improvisation, via tout un panel d'éléments qui va lui permettre d'interagir avec l'œuvre, et c'est l'immersion systémique. Et de ces trois pans de l'immersion, ces trois grandes catégories, découle une définition qui est pour moi, alors certes très complexe, mais la plus complète de l'immersion, qui est celle donnée par Whitmer et Zinger dans leur papier en 1998, à savoir un état psychologique caractérisé par la perception d'être ou de se sentir enveloppé par, c'est l'immersion sensorielle, includant, c'est l'immersion narrative, et ou en interaction avec, c'est l'immersion systémique, un environnement. Et ces trois panels, ces trois piliers de l'immersion ont également été rassemblés par Hermy et Mayra dans ce qu'ils appellent le SCI modèle, qui est ici traduit en français. Ces trois piliers, environnement, histoire et interaction, qui dans ce diagramme permettent de visualiser à la fois la possibilité pour des expériences de ne mobiliser qu'un seul des piliers et de pouvoir donc d'être dans un seul des cercles, mais la possibilité aussi de mélanger ces différents types de stimuli pour créer des expériences immersives les plus diverses et multifactorielles possibles. Et sur ce diagramme de Venn, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'utiliser comme cartographie, nos expériences. Vous pouvez essayer, vous, de placer vos propres expériences à l'intérieur de ce diagramme. Et il n'y a pas de hiérarchie ou de jugement de valeur entre ces différentes expériences, parce que chacune va pouvoir jouer sur des états psychologiques différents des personnes, et donc générer de l'immersion différente chez chacun des participants. Et on a par exemple ici, dans un premier temps, des expériences qui vont vraiment se focaliser sur une des composantes. Le livre, typiquement, c'est 100% d'immersion narrative, d'immersion fictionnelle. Les jeux d'arcade, on va plutôt être sur de l'interaction, et le mapping, par exemple, dans son essence, va être essentiellement sur de l'environnement, sur réussir à proposer une immersion visuelle, auditive, parfois également physique, qui va nous plonger dans un autre univers. Et puis, on a d'autres expériences qui sont souvent les expériences un peu de figure de proue des expériences immersives, à savoir l'escape game, le théâtre immersif et le jeu de rôle, qui vont être aux intersections de plusieurs des composants. On a le jeu de rôle, par exemple, qui est un mélange entre une histoire qui est racontée, mais qui est racontée en interaction entre les participants. L'escape game, qui, dans son origine, va être des interactions, des jeux, des énigmes à l'intérieur d'un environnement à 360 degrés, ou encore le théâtre immersif, qui est une histoire théâtrale, mais racontée à 360 degrés dans un lieu physique dans lequel le participant peut explorer comme il le souhaite. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces pratiques tendent, et c'est, je pense, à quoi on assiste aujourd'hui sur le milieu de l'immersif, et c'est pour ça que l'immersion est de plus en plus forte, et on parle de plus en plus d'immersif de nos jours, c'est que toutes les pratiques, quelles qu'elles soient, vont chercher de plus en plus à se rapprocher du centre de ce diagramme. Alors, le jeu de rôle, depuis longtemps, a ajouté de l'environnement avec le jeu de rôle grandeur nature, mais l'escape game, on le remarque là depuis les dernières années, aujourd'hui, tous les escape games qui sortent sont ajoutent une dimension histoire et fiction extrêmement importante qui parfois prend le pas sur les énigmes qui en faisaient sa définition à l'origine. Pareil pour le théâtre immersif, l'époque de Sleep No More en 2013 où on avait des masques et on n'interagissait pas avec les acteurs, prend finalement un peu de recul vis-à-vis d'autres expériences immersives qui vont de plus en plus laisser la part belle à l'improvisation des comédiens et à des interactions. Et c'est en se basant, nous, sur ce diagramme qu'avec Sculpteur de rêve, on essaie de définir auprès du grand public nos œuvres, nos créations, comme un mélange entre de l'escape game, du théâtre immersif et du jeu de rôle, afin de mobiliser un maximum de piliers, un maximum de stimuli, afin d'être sûr qu'un maximum de personnes, de participants à nos expériences immersives vont pouvoir ressentir cette immersion. Et alors, au centre de ce diagramme se pose cette question qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, l'immersion est-elle révolution ou évolution des loisirs? Alors, comme l'a très bien dit Thierry en introduction, je pense que c'est un peu les deux. Depuis longtemps, des médias comme les parcs à thème ont utilisé l'immersion, même narrative, et l'immersion au sens large pour plonger les participants à l'intérieur de leur manège, de leurs œuvres. Mais pour moi, c'est aussi et surtout une révolution.
une révolution un peu dans le changement que ça implique dans notre société, dans notre milieu, dans notre champ d'expérience, mais aussi une révolution au sens propre du terme. Une révolution comme un cycle, un retour à l'essentiel. Le fait de se concentrer non plus forcément sur la technologie, sur exactement ce qu'on veut, quelle est l'histoire qu'on veut raconter, quelles sont les choses qu'on veut donner de manière magistrale à nos participants, mais de se concentrer vraiment sur l'humain, sur comment est-ce que notre participant va pouvoir ressentir cette immersion. Et c'est extrêmement complexe de pouvoir faire ressentir cette immersion et ça nécessite de vraiment se poser la question de qui est notre participant, comment est-ce qu'on va pouvoir l'amener de la même manière qu'on veut amener notre pote dans un bar, comment est-ce qu'on va pouvoir l'amener dans notre expérience immersive. Et alors, c'est replacer l'humain au centre avec une expérience qui est vraiment conçue autour du participant, en essayant de le mettre au centre, de faire en sorte que ses actions ont un choix. Et surtout, ça implique pour nous, concepteurs d'expérience immersive, de lui faire confiance, de faire confiance à notre participant sur sa capacité à générer lui-même sa propre histoire, sa propre expérience, et parce qu'elle est générée par lui-même, va être d'autant plus facile pour lui de lui faire générer de l'immersion. Et à l'intérieur de cette expérience qui va pouvoir générer lui-même, il a évidemment une liberté qui est extrêmement forte pour créer cette immersion, une liberté où le participant ne va pas être dans un fil conducteur où on l'amène de A à Z sans qu'il puisse faire quoi que ce soit, mais va pouvoir lui-même trouver le chemin qui lui convient le mieux pour trouver sa propre immersion. Est-ce qu'il va pouvoir préférer le spectacle, le jeu, les interactions, la peur? Il va pouvoir choisir lui-même son chemin qui va l'amener jusqu'à l'immersion. Ce qui crée aussi une expérience qui est unique pour chaque participant. Et en effet, on en parlait, Sarah en parlait tout à l'heure, sur l'idée des avatars, sur l'idée de pouvoir donner à chaque participant des clés. Nous, c'est ce qu'on fait sur chacune de nos expériences Sculpteurs de rêve, c'est donner une petite fiche de personnage à nos participants. C'est les restes du jeu de rôle et du jeu de rôle dans la nature, mais c'est extrêmement puissant comme outil, car on dit à notre participant, tiens, tu es aussi créateur de cette expérience, c'est une expérience qui est co-créée entre nous qui avons imaginé un scénario et toi qui vas pouvoir y intervenir comme tu le souhaites. Et c'est enfin, et c'est un dernier point, non pas sur le participant, mais sur le média, la force des comédiens. Et c'est aussi dans l'idée de remettre l'humain au centre, de remettre les interactions sociales au centre. Nous, dans toutes nos expériences, et on s'est vraiment spécialisé dans ce domaine-là, c'est l'idée de mettre des comédiens dans nos expériences immersives, car les comédiens ont cette force de mobiliser les 3 piliers des expériences immersives. Les comédiens, c'est à la fois un environnement, c'est un costume, une prestance, une voix, une aura, mais c'est également une histoire, à la fois par ce qu'ils peuvent raconter, la narration qu'ils peuvent raconter, mais aussi même par leurs expressions faciales, par la manière dont ils se comportent. C'est une manière de raconter des histoires. Et enfin, ce sont des interactions. Car finalement, l'être humain est l'ordinateur le plus complexe et le plus perfectionné qui n'ait jamais existé et qui permet d'avoir des interactions extrêmement libres, improvisées et de pouvoir s'adapter, c'est la force des comédiens, à tout ce que va proposer le participant et donc de pouvoir lui donner ce sentiment que ses actions ont un choix et qu'il a vraiment une implication à l'intérieur du monde dans lequel il est projeté. Alors, pour conclure, ce qui, je pense, va changer avec cette immersion qui rentre sur le devant de la scène dans le milieu des loisirs, c'est de passer d'expériences qui vont être essentiellement à l'origine pour générer des émotions qui sont merveilleuses, qui sont une première étape incroyable vers l'immersion, à savoir faire rire, faire pleurer, faire peur, mais c'est d'aller un pas plus loin, de se poser plus la question de qu'est-ce que va chercher nos participants, qu'est-ce qu'on va apporter à nos participants, en permettant de leur faire ressentir, de leur faire comprendre ou encore de leur faire rêver à l'intérieur de nos expériences. Et finalement, même pour résumer tout ça, et qui va être l'élément central des expériences immersives et la force des immersions, et qui en fait pour moi une révolution dans le secteur des loisirs, c'est la possibilité par les expériences immersives de faire vivre nos participants. Merci beaucoup pour votre attention, j'espère que c'était clair. Et alors pour conclure, si on a le temps, tu me diras Vincent, on peut mettre un petit reportage sur Gatsby à Nice pour vous rendre compte un petit peu en images sur ce que ça représente. Ok, merci Maël. On va mettre la vidéo, effectivement. Bon, c'est un sujet riche et passionnant, hein. Ça mérite qu'on y passe un peu plus de temps et qu'on rogne un petit peu notre pause déjeuner. Écoute, je charge la vidéo et juste après, on prendra les premières questions qui ont été posées dans le chat juste à côté. Préparez-les, n'hésitez pas à en poser d'autres si besoin. Effectivement, il y a différents registres de l'émotion.
Dans une pièce immersive, c'est tout l'inverse, c'est le participant qui est au centre de la narration, une narration dont ils ne sont pas simples spectateurs, mais acteurs à part. De manière générale, de toute manière, tu ne sors jamais de ton rôle. Tu es sur un tunnel de 2 heures dans ton personnage. Wilson, arrête! 120 personnes. 137 demain. Une belle soirée en perspective. 2, 3, Gatsby! Allez, merde tout le monde, c'est parti! Mesdames et messieurs, bonsoir! Approchez, venez par ici! Bienvenue! Ça, c'est vraiment on va dire, le moment crucial d'une expérience immersive. C'est ce qu'on appelle le sas d'immersion. Car c'est vraiment le moment où on va réussir à savoir si on aura plongé les gens dans l'immersion ou non. Est-ce que les gens, quand ils vont rentrer dans l'expérience, ils auront encore leurs problèmes de 2023, leur vie de 2023 et n'arriveront pas à se plonger au sein de la narration de 1929? Ou est-ce qu'on aura réussi notre pari à leur faire vraiment couper totalement de la réalité et les faire plonger dans notre imaginaire? Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts à faire la fête? Il y a en effet 97 scènes dans l'expérience qui se passent dans au minimum 3 scènes en simultané à chaque moment. Il y a des gens qui viennent juste passer une belle soirée dans des décors, boire des cocktails. Vous pouvez être en 1920 et aller à une fête de Gatsby comme vous iriez à une fête de Gatsby juste pour faire la fête. Après, si vous voulez suivre plutôt une histoire d'amour, vous avez la possibilité aussi. Ça fait 12 ans que je l'attends et elle est là maintenant. Si vous voulez passer votre soirée à vendre de la drogue avec des gangsters, c'est possible aussi. Un accord est un accord, je vous laisse transmettre mon message à Monsieur Gatsby. Et en fait, en fonction de ce que vous suivez comme trame, vous pouvez vraiment avoir tout pour vous satisfaire en fonction des scènes que vous suivez. De vous annoncer l'arrivée de notre dernier invité, messieurs dames. Gatsby! Merci mes amis, merci. Passez une bonne soirée, que la fête continue. Daisy, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Je viens de vous dire ce qui se passe. C'est ça la beauté de ce type d'expérience, c'est qu'en fait ça change tous les soirs, donc même pour nous comédiens, c'est merveilleux. Le soir on se réunit entre comédiens et on dit oh, aujourd'hui il y a un joueur qui nous a proposé ça, mais c'était génial, ajoutons-le demain, et hop, on l'ajoute demain, on modifie comme ça petit à petit, brique par brique l'expérience jusqu'à ce qu'elle devienne le plus participative possible. Mesdames et messieurs, nous sommes une structure de rêve. Merci à vous. Superbe. Très parlant, effectivement. Merci, voilà, merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Bon, passionnant en tout cas, hein, autant Sarah que Maël sur la clarté. On sent qu'il y a une recherche de théorisation aussi dans tout ça. Cette recherche de quoi on parle, quelle est cette matière finalement. Et c'est intéressant d'une manière comme de l'autre, de dire finalement sur quoi ça repose, comment on peut le traduire, comment on peut l'exprimer. Pour mieux construire finalement et inventer l'immersion de demain. Et on sent que ce travail-là est en cours, avec tout ce que ça suppose, oui, de passion derrière tout ça. Donc en tout cas, merci de l'avoir transmis et explicité ce matin. Quelques questions pour terminer peut-être Alors, on a eu quelques questions, si on les reprend un petit peu dans l'ordre, sur les typologies de participants qui viennent dans ces expériences par rapport à ce qu'il y a déjà pas mal de retours d'expérience, type Escape Game par exemple. Est-ce que c'est d'autres personnes? Comment vous évaluez ça? Peut-être plus pour Maël, cette question-là, du coup, par rapport à l'expérience immersive, parce que effectivement... Sur les publics, c'est bien ça, sur les publics, voilà, des typologies, est-ce que tu en retrouves particulièrement par rapport à ceux qu'on peut connaître dans un univers loisir déjà bien défini qui est l'escape game? Alors c'est vrai que nous, on a vraiment des publics très, très divers, et ce qui nous a surpris quand on a lancé à Page de Paris, ou à l'origine, on pensait surtout viser les aficionados d'escape game, les rôlistes, etc., qui étaient un peu notre cible, notre cœur de cible, et qui au fur et à mesure de l'expérience s'est avéré être le plus divers possible, avec toute génération. Des gens qui ne vont jamais au théâtre, au contraire des gens qui sont fans de théâtre. Et on a vraiment une mixité de nos participants avec quand même un dénominateur commun qui est la volonté d'expérimenter de nouvelles choses. Souvent, on demande aux participants dans la file « Qu'est-ce que vous venez faire là en fait? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là ?» Et la plupart répondent « Aucune idée, mais ça a l'air cool ».
Et donc, du coup, ça leur permet d'avoir vraiment cette ouverture d'esprit à l'entrée et se dire, OK, je vais passer un moment hors du temps et de pouvoir m'y lancer. Après, ça dépend beaucoup d'un thème à l'autre aussi. On a des expériences comme Résistant, où là, on veut toucher un public familial, un public qui soit le plus large possible. Au contraire, des expériences comme celui qu'on va lancer là, par exemple, pour Halloween, sur un thème sous-marin, un peu Lovecraft, un peu horreur, où là, bon, c'est clairement plus sur de l'adulte avec des cocktails offerts. Mais globalement, au sein de ces publics qui vont être ciblés à la base, on retrouve une diversité assez impressionnante de personnes. De ton côté, Sarah, sur les participants des expériences Aura ou Moment ou Lumina, par exemple, d'autres parcours nocturnes que vous avez pu faire, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent un petit peu ou... C'est très difficile de répondre à la question parce que nos expériences, par définition, sont toutes différentes les unes des autres. Mais je dirais que pour les Lumina, c'est très familial. Ça reste quand même des gens qui sont à la recherche de visiter des lieux différemment. Plusieurs expériences sont aussi nocturnes. On travaille avec la lumière, on ne peut pas se battre contre la lumière du jour. Et donc, on est quand même en présence souvent de touristes ou de visiteurs qui veulent changer de programme que les classiques activités nocturnes qu'on connaît, aller dans des bars, des restaurants. Donc, ça rajoute quand même une diversité dans leur programme. Et parmi tous les sens qui sont sollicités, il y a une question qui nous dit est-ce que le côté olfactif est également envisagé, proposé? C'est intéressant comme question. C'est quelque chose qu'on explore beaucoup. On n'a pas encore trouvé la bonne formule, je dirais, parce que ça présente quand même un lot de défis, que ce soit au niveau de la qualité des odeurs en tant que telles. On peut facilement basculer dans de l'artificiel qui pourrait rendre l'expérience en fait plutôt désagréable, donc créer l'effet inverse. Et aussi la concentration de l'odeur dans certains lieux, surtout quand on est dans des espaces ouverts, des espaces extérieurs. Par contre, j'ai vu une question qui demandait s'il y avait des exemples. Personnellement, j'en ai vu 3 qui avaient des niveaux différents, je dirais, de qualité. 2 en France. Il y avait l'Odyssée sensorielle qui était au Musée d'Histoire naturelle et qui, justement, intégrait le côté olfactif dans le parcours. Malheureusement, il y avait un contexte particulier, c'est que tout le monde portait des masques à l'époque, donc c'est sûr que ça n'aide pas avec l'aspect olfactif. La Cité du vin de Bordeaux, de par la nature, il y a certaines installations qui demandent justement d'essayer différentes odeurs. C'est plus facile parce qu'on est plutôt concentré sur des bocaux, donc ça répond à la problématique que je mentionnais tout à l'heure. Et enfin, l'autre expérience qui est pour le coup incroyable, mais je suis certaine que ça demandait des investissements qui sont colossaux, c'est à Orlando, dans le monde d'Avatar. Ils ont une attraction où on a des jets d'eau et on a aussi des jets d'odeur pour représenter le côté plutôt naturel, fleurs tropicales, qui pour le coup nous transporte réellement dans une jungle amazonienne. Mais encore une fois, ça reste des moyens de Disney. C'est certain, effectivement. Mais ça pourrait être un média de plus. Hein. On sait l'impact que les odeurs ont sur la mémoire, sur les sensations, les émotions. Donc c'est vrai que ça peut être un média de plus du multimédia. Une question sur sur le sujet des prix. On sait que les expériences de loisirs aujourd'hui, elles sont très concurrentielles. Hein. Rien qu'à Paris, chaque soir, on sait qu'on a énormément de choix sur les activités qu'on veut faire. En préparant, je suis allé regarder effectivement les prix proposés, hein, les ordres de grandeur, parce qu'on a toujours des déclinaisons de prix particulières. On tourne autour de la vingtaine d'euros, un petit peu plus, un petit peu moins, selon les âges. Voilà, là, j'imagine qu'il y a la question du pouvoir d'achat et en tête, quand vous dimensionnez les prix d'une telle attraction, voilà, quel est votre ressenti par rapport à ça, sur le prix qu'on peut proposer pour une expérience de cette nature? C'est sûr que c'est des questions qui sont au cœur de nos réflexions de business model, etc. Je pense que de plus en plus, on va pouvoir proposer des prix qui sont cohérents avec l'expérience qui est proposée. La problématique, c'est surtout de réussir, dans un premier temps, d'attirer les gens.
Mais une fois que les gens ont été attirés, qu'ils ont vu la qualité de l'expérience, qu'ils ont ressenti l'immersion, ensuite là, ils en parlent et ils n'ont aucun problème à pouvoir repayer la même chose pour ce type d'expérience. Après, nous, on a vu que globalement, la démocratisation du concept est telle qu'aujourd'hui, les gens sont quand même prêts à payer. Nous, on l'a vu par exemple, d'une manière générale, nos expériences coûtent 50 € lorsque c'est des expériences en soirée et environ une quarantaine d'euros lorsque c'est des expériences en journée. On a aussi des passes VIP, on l'a fait par exemple sur Gatsby à 80-90 €. Et on a réussi à vendre les passes VIP alors qu'on se disait que c'était quand même très cher, sans problème, avec une vraie demande pour ça. Avec quand même une nuance à ajouter que sur nos expériences en soirée qu'on vend justement autour de 50 €, on a un business model où on propose des consommations, et on parlait d'ailleurs du pouvoir du goût et de l'olfactif dans les expériences immersives. Nous, dans nos expériences, on a une partie à chaque fois bar, cocktail, mixologie, parce que ça fait partie de notre background également, et qui donne aussi un sentiment de valeur auprès des participants, où ils se disent j'achète dans ma place qui coûte 50 €, en fait il y a 2 cocktails inclus, un cocktail à Paris c'est 15 €, donc en fait ma place ne me coûte que 20 €. Donc c'est une réflexion comme ça qui permet de minimiser la sensation de prix. L'alcool aidant à l'immersion, absolument. Ça peut. Mais c'est sûr que c'est encore des questions. D'où je sais qu'au début, on avait mis des prix assez bas. Sur Apache, on avait commencé à 35 et ensuite, on a augmenté à 49 et on n'a eu aucune différence de réservation. Donc, on est encore tâtonnant, mais je pense que les gens sont prêts à payer de plus en plus, comme dans les pays anglo-saxons, des prix qui sont cohérents avec ce qui est attendu. Ce qui nous oblige, nous, par contre, d'avoir des business models, et ça faisait partie des questions que j'ai vues dans le chat, qui sont malgré tout solides, parce que c'est des coûts énormes, hein, en tant qu'on a des comédiens, c'est des coûts d'exploitation qui sont très, très importants et qui nécessitent, et nous, c'est un peu la stratégie qu'on a prise, c'est d'avoir un partenaire stratégique, notamment sur les alcools, par exemple, qui nous permettent d'avoir cette partie-là qui nous coûte presque rien, et puis des partenaires stratégiques surtout sur les lieux que, comme Sarah le disait très bien, on essaie de mettre en valeur des lieux qui ont autant intérêt à ce qu'une expérience immersive ait lieu dans leurs murs que nous à créer une expérience immersive dans leurs murs et qui permettent du coup d'avoir des partenariats qui s'affranchissent des beaux 369, des formats classiques qui aujourd'hui sont à mon sens incompatibles avec une exploitation immersive classique. Effectivement. Sarah, tu voulais ajouter quelque chose sur cette question un petit peu de lieu d'accessibilité? C'est différent, c'est sûr que c'est lié au pouvoir d'achat et c'est des discussions qu'on a souvent en amont avec les opérateurs pour pouvoir d'un côté s'aligner sur des prix, comme tu mentionnais, qui sont pratiqués dans leurs marchés respectifs, mais en même temps avoir un modèle d'affaires qui est viable et qui se tient. Ce n'est pas toujours évident, c'est pour ça que c'est une discussion qui doit avoir lieu le plus rapidement possible. Et la définition du concept, du type d'expérience et du coût de l'investissement en CAPEX est fait en conséquence et non l'inverse. On a la chance, je dirais que pour ce qui est des expériences qui s'appuient sur la technologie, sur le multimédia, les coûts d'opération sont quand même largement plus bas que quand on est dans des attractions qui demandent de l'humain, donc des acteurs, parce que ça vient quand même augmenter drastiquement les coûts d'opération journaliers. Donc, c'est toujours un équilibre qui n'est pas toujours évident, qui n'est pas toujours facile à trouver, d'autant plus dans des marchés, Maëlle l'a dit, surtout en France, où on est quand même sur des prix de billets qui sont très, très bas. Si on les compare à les marchés anglo-saxons, à Londres, où on est sur des prix exorbitants, que ce soit au niveau des expériences technologiques, immersives, ou du théâtre immersif ou autre. Oui, ou un match de Ligue 1 ou un grand concert chez nous aussi. Hein, donc, il y a un public pour ça. Tout à fait. Je suis allée récemment à une expérience et je trouvais que ça va des fois aussi au-delà du pouvoir d'achat. C'était au bon marché. Donc, ils organisent maintenant différents types d'expériences avec des prix qui sont beaucoup plus élevés que ce qui est pratiqué en ce moment à Paris. Et pour le coup, eux, leur cible est quand même très particulière, basée sur leur base de données. Donc, il y a aussi ce côté-là qui peut des fois aider. Mais malheureusement, ça rend ces expériences moins accessibles à une grande partie de la population.
Effectivement. J'ai C'est beaucoup vrai de qu'on choses voit à dire et ça pourrait Oui, durer alors, longtemps. on peut durer longtemps, effectivement. On voit bien des modèles différents. C'est vrai que si on revient sur les grandes attractions, notamment Disney, l'investissement est colossal pour tout, hein. Il faut construire le bâtiment, il faut l'infrastructure, il faut le personnel pour l'opérer. Donc des coûts considérables. Et effectivement, on voit que c'est pas partout qu'on en a. Et vous deux, vous incarnez effectivement de manières différentes. On part d'un lieu existant et on essaie d'en révéler l'âme, d'un hôtel, d'un café, et puis du dôme, les fameux dômes. On révélera l'âme dans Aura. Et puis ensuite, la manière, voilà, l'investissement technologique, créatif sur les médias proposés, ou l'investissement humain, accessoirisation, décoration, scénographie. On voit deux manières d'investir vraiment ce champ, avec cette idée du lieu, voilà, qui me plaît beaucoup, moi, depuis que je m'intéresse au sujet, cette manière d'incarner autre chose que voilà, donner une autre dimension à ce lieu. Donc voilà, on a toutes ces dimensions qui sont activées en tout cas, et très sollicitées avec l'immersion. En tout cas, c'est un des aspects qui me plaît particulièrement. On va peut-être conclure du coup. On a dérapé un petit peu, ça nous arrive souvent quand le sujet le mérite. Vous êtes encore 50 avec nous. Merci en tout cas de votre patience sur le sujet, de votre intérêt, des questions posées. N'hésitez pas à réintervenir avec l'un d'entre nous. Sur les réseaux, on est assez accessible. Je vais remettre dans le chat du coup les liens vers nos invités pour aller creuser un petit peu leur univers. Habituellement, on termine effectivement avec l'annonce de la prochaine édition. Donc, on n'a pas encore retenu de thème, mais en tout cas, on sait déjà la date. Ça se passera juste avant les vacances. Donc, on a retenu la date du 20 octobre pour notre prochaine édition. Donc, on mettra le thème à jour avec la mailing list de diffusion de Livestorm. Vous aurez l'information quand on aura le thème et le lien pour vous inscrire. Mais en tout cas, voilà, la date est déjà retenue, donc n'hésitez pas à la réserver pour nous retrouver. Merci en tout cas à tous de votre participation, de votre fidélité. Merci une nouvelle fois à nos invités pour leur temps, pour la préparation, puis pour la séance. Voilà, on était un sujet passionnant à retrouver en vidéo. Dès lundi prochain, on mettra le YouTube en ligne. Vous pourrez le diffuser du coup à vos partenaires, à vos contacts pour aller plus loin sur le sujet et diffuser cette belle discipline. Merci à tous. Merci bon beaucoup. week-end. Merci à tous. Bon week-end. Au revoir. Bonne fin de journée et bon week-end.